Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue dans cette nouvelle réunion du club. Je suis comme d'habitude avec Laure. Hello. Laetitia. Coucou. Marie. Hello. Et Léa. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler de comment écrire une nouvelle mémorable, que ce soit une nouvelle de fantasy, de science-fiction par exemple, qui sont des genres pour lesquels la nouvelle est un peu particulière, ou plus largement dans n'importe quel genre. On va se poser les questions de qu'est-ce qui définit une nouvelle, comment en réussir une, est-ce qu'il faut forcément une chute, comment réussir la chute si on en met une, quels en sont les codes, les contraintes. Mais avant ça, comme d'habitude, on va vous parler un petit peu de nos news, de nos actus, où on en est côté écriture, et on va vous recommander un contenu qui donne envie d'écrire. Et aussi, en fin d'épisode, on vous lira quelques petites micro-nouvelles qu'on a pu écrire au fil du temps, pour vous donner des petits exemples de ce que nous, on peut faire. Et puis, Léa vous recommandera une nouvelle / novella, si j'ai bien compris, à lire pour vous inspirer. Alors, on peut commencer avec les actus. Laetitia, je crois que tu as eu pas mal de news là depuis le dernier épisode. Je pense que la news principale doit être que mon roman est sorti. Oui, bravo. Le roman dont je pense que voilà, vous avez un peu suivi l'évolution. On a même suivi toute la genèse sur le podcast, il me semble. Bah ouais, franchement, depuis le temps que je vous parle de ce livre, eh bien, il est en librairie, vous pouvez aller l'acheter et le découvrir. C'est un one-shot de fantasy, donc vous n'avez pas à attendre des mois et des mois pour avoir une suite. Il y a toute une histoire qui tient dans un seul volume et ça raconte l'histoire de 10 adolescents, si jamais vous débarquez, 10 adolescents qui sont envoyés escalader une montagne pour tuer le monstre qui a maudit leur ville. Voilà un peu pour Maudit. Et ça fait une vidéo aussi pour la promo que les gens peuvent voir sur la chaîne YouTube du podcast. Effectivement, si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller voir pour la parution du roman. J'ai eu l'idée d'emmener des lecteurs volontaires se mettre dans la peau de mes personnages l'espace d'une matinée. Donc, je les ai embarqués alors qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'on allait faire. Et vous voulez savoir ce que je les ai emmenés faire? Eh bien, il faudra regarder la vidéo. Quel teasing! Ouais, c'est une vidéo d'une dizaine de minutes et franchement, je vous conseille d'aller la voir. Ça vous fait une bonne vidéo YouTube à regarder pendant que vous mangez. Ouais. Et tu as des salons à venir? Tu as un salon à venir, je crois. Oui, l'incontournable, l'immanquable. Je serai à Montreuil en dédicace au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Je crois que c'est le premier week-end de décembre ou le dernier de novembre, quelque chose comme ça. Comme celui qui est à cheval. Soit l'un, soit l'autre. Voilà, voilà. Et vous pouvez me retrouver en dédicace sur le stand de la Martinière et ce sera le samedi à partir de 17h30. Ok, et donc c'est à Montreuil, je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, à Montreuil, oui. Tant qu'on est sur les salons, je me permets d'enchaîner. J'ai 2 déplacements à venir, les 2 dans le sud-ouest. Ce sera à Gradignan le week-end du 12-13 octobre, si je ne me trompe pas, ouais. Donc à lire en poche. Et puis ensuite, début novembre, le week-end du 8 au 10, à Brive. Voilà. Et du coup, comme le collector du thé pour les fantômes, ça y est sorti et en librairie, voilà, je pourrais vous le dédicacer à cette occasion. Et d'ailleurs, petit message de service, on n'en a tiré que 7000, il y en a déjà 5500 dans les librairies. Donc, si et qu'il n'est pas dans votre librairie, commandez-le rapidement, parce qu'il risque d'y avoir petite rupture. Ouais, t'allais dire un truc, Laure? J'allais dire, je serai également à Brive, mais c'est pas vrai. Voilà. Trop cool. Non, je suis jalouse. J'y étais l'année dernière, moi. Ouais. J'aurais trop aimé être avec vous. Est-ce que tu vas prendre le fameux train du cholestérol? Oui, c'est probable, ouais. Oui, il faut savoir qu'il y a ce fameux train que tous les éditeurs, auteurs prennent. Si j'ai bien compris, il y a un wagon par groupe ou par maison d'édition. Et voilà, le train du cholestérol, tout est dans le nom. Donc j'ai hâte de voir ça. On y mange bien. Et on y boit bien également. Ouais, Marie, tu y as déjà été? Non, mais j'en ai entendu parler. Elle a ouï dire. J'ai ouï dire, voilà. Il y a des... Ouais.
Il y a les trains fantômes et puis il y a le train du cholestérol parmi les légendes des trains. Ouais. Et Marie, toi, tu es en pleine réécriture de ton projet de roman. Ouais, du coup, là, je suis en train de relire le premier jet du projet Archiduchesse Chaussette. Alors là, je crois que j'ai dépassé le premier tiers. Et là, j'attaque vraiment la partie difficile où j'ai beaucoup plus de réécriture et beaucoup plus d'amélioration à faire. Donc bon, c'est le moment où j'essaye plein de petits trucs. En fait, je voudrais mettre un peu une petite coloration début 19e et me servir aussi de ce que j'ai trouvé en documentation. Donc c'est aussi le moment où j'essaye plein de trucs. Limite, j'en mets un peu trop. Je mets un peu trop de darling, un peu trop de formules et tout. Mais bon, voilà, je fais des essais et puis je corrigerai après en V3 pour essayer de trouver un truc un peu équilibré, quoi. Mais du coup, c'est plus presque en mode cosmétique, j'allais dire. C'est pas des transformations structurelles que tu fais? Non, c'est pas des transformations structurelles, c'est vraiment le style et c'est vraiment ouais, un peu. Oui, c'est un peu cosmétique, effectivement. Donc ça va, c'est que tu as une base solide quand même. Bah, après, l'intrigue, la structure, normalement, elle va pas trop bouger. Donc ça, c'est déjà ça. Mais après, il faut dire, en fait, en gros, là, j'ai dépassé le premier tiers. Et la partie que je commence à corriger, c'est celle que j'ai arrêtée pendant 6 mois. Ah, Complètement ok. bloquée. Et donc là, normalement, ce que je reprends, c'est pas bien écrit, mais normalement, c'est solide en structure. Et comme quoi, je me dis, j'ai bien fait d'arrêter, même si j'ai arrêté hyper longtemps, parce que comme ça, je me suis pas forcée non plus à faire un truc que j'aurais jeté parce que la structure va pas, quoi. J'admire ta sagesse, Marie. Enfin, c'était plus de la lassitude et de l'épuisement sur le moment, mais des fois, c'est bien de s'écouter. Ouais. D'ailleurs, en parlant de blocage, Léa, je sais pas si tu veux nous parler de ton Oh, blocage oui. récent et des raisons derrière. C'est moins rigolo. Non, c'est moins rigolo, ouais. Mais oui, comme mon sourire et mon rire ne le montrent pas, j'allais pas top ces dernières semaines et j'ai eu le Covid. Enfin bref, j'allais pas très bien et moralement, j'allais pas très bien non plus. Et surtout, ça fait un petit moment que écrire et dessiner ou créer en général, ça me dégoûte un peu. J'arrive pas à me mettre derrière mon clavier d'ordinateur, pour écrire, j'arrive pas à dessiner, j'arrive à rien faire et je me sens pas, super zen. Et il se trouve que, je vous en ai beaucoup parlé, dans le podcast. Il y a un auteur que j'admire vraiment beaucoup, Neil Gaiman. J'ai déjà recommandé, des choses qu'il a écrites ou je vous ai déjà lu certains bouts de ses œuvres, dans le podcast. Et en fait, depuis début juillet, il trempe dans un gros scandale, d'agression sexuelle, en gros. Et ça m'a pas mal minée, en fait, je pense inconsciemment, parce que c'est un auteur, de manière, pas très saine, parasocialement, auquel je m'identifie beaucoup depuis très, très, très longtemps, en fait. Et je pense que ce dégoût, d'écrire, de dessiner et cette colère que je ressens, bah, c'est un peu lié en fait à cette déception que j'ai vis-à-vis de cette figure que je considérais un peu, comme un, père de l'écriture, mettez des guillemets, je mets des guillemets avec mes mains là, mettez des guillemets autour de cette formule. Et ouais, quand quelqu'un qu'on admire beaucoup et quand on est comme moi une personne qui a construit, bah, toute sa vie, son identité, son travail sur la fiction, et bah, déçu en fait, c'est dur. Voilà et du coup, je ressens vraiment, un dégoût par rapport à la création en ce moment. Et je pense que c'est pas anodin, ce qui s'est passé, enfin que c'est un peu lié quoi, voilà, à cette histoire d'affaires. Mais bon, j'espère que ça ira mieux dans les mois à venir. Voilà. Bah, merci en tout cas de l'avoir partagé parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir un moment ou un autre quand on a des modèles ou quoi qui nous déçoivent. C'est important en amont de savoir que notre création n'est pas dépendante de ces modèles-là, même si c'est plus facile à dire qu'à vivre. Ouais. Ouais, et puis ça se contrôle pas forcément, quoi. Je pense que c'est beaucoup inconscient. Voilà, Ouais. mais bon. Maintenant, c'est à moi de passer outre et de continuer à proposer des choses et à m'exprimer, voilà. Et alors du coup, pour rebondir sur un sujet un peu plus joyeux, il y a un challenge au mois d'octobre justement qui aide souvent les gens à se débloquer ou à renouer avec l'écriture. Ça s'appelle le Writober, donc c'est Writing et October en mots valises. Et l'idée, c'est d'écrire chaque jour pendant le mois d'octobre
une micro-nouvelle ou un petit poème, en tout cas un très court texte, à partir de thèmes imposés. Et il y a plein de listes de thèmes qui circulent sur internet. L'association dont je fais partie, Heptalone, qui lit gratuitement des manuscrits, en a proposé une sur son compte Instagram, si vous voulez aller voir, avec des mots autour de la littérature, de l'écriture, etc. Mais il y en aura plein. Je ne sais pas si Marie, tu as en tête des gens qui proposent habituellement des listes, parce que toi, je sais que tu le fais chaque année, mais... Moi, je fais toujours les listes de nanochimères. Et cette année, il me semble que la liste, elle est autour des pirates et des Ok. fonds sous-marins. Voilà, vous Et voyez, en fait, à chaque fois, c'est autour de l'imaginaire, les listes qu'elle propose. Et l'année dernière, c'était quoi? Je C'était de sais déjà. réécrire des grands classiques, je crois. Enfin, il y avait, c'était pas mal de titres. Ouais, euh, je il y crois que avait c'était les titres d'œuvres, ouais. ouais, des Il y avait, titres d'œuvres. autour de la femme, il y avait plus essai dans l'univers. C'était le premier write-over que j'avais fait. Et ouais, moi, du coup, j'avoue que je vais toujours. Mais je pense qu'il y a plein d'autres templates qui existent et qui sont inspirants. Ouais, il y en a plein. Moi, je crois que j'en ai même vu passer une. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a aussi, vous savez, un côté Inktober où on peut faire avec des dessins et tout. Ouais. J'ai pas fait gaffe auquel c'était, mais j'ai vu que Arcane, la série, avait partagé Ah ouais? Non. un truc C'est drôle. par jour. Ça m'a fait trop rire, voilà. Ah bah je vais aller voir. Pour faire des fanarts, peut-être, je sais pas, mais voilà. Oui, il y Il y a en a plein de plein. gens qui font le Inktober sur des univers et qui chaque jour ont un prompt et dessinent dans un univers des fanarts et tout. C'est génial aussi côté dessin, ouais. Ouais, ouais. Donc ouais, voilà, l'idée, c'est de profiter de cette émulation, de ce petit challenge et d'écrire vraiment quelques mots par jour. Alors à la base, l'idée, c'était que ça rentre dans un tweet, donc 140 puis 280 caractères. Mais voilà, ça peut aussi rentrer dans une ou quelques stories Instagram. Enfin, l'idée, voilà, c'est d'écrire très rapidement tous les jours s'obliger, entre guillemets, à écrire sous contrainte. Et c'est très stimulant, créativement parlant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont le faire cette année? On a Laure? au moins Ouais. une. Mais ouais. Non, bah ouais. Moi, je suis assez. J'en parlais un petit peu avant qu'on commente l'enregistrement du podcast, mais vous savez que j'ai un rapport à mon travail un peu particulier. Et après avoir vraiment touché le fond un peu du trou en début là de septembre, en fait, enfin les 15 premiers jours de septembre, là depuis 15 jours, j'ai un peu mis des nouvelles règles avec 2 jours de TT qui me permettent d'avoir un rythme beaucoup plus sain, de manger mieux, d'être moins fatiguée. Bref, je me rends compte aussi au fur et à mesure que je parle que ça n'allait vraiment pas du tout avant. Mais ce qui me fait aussi me dire, enfin, en fait, je me sens mieux globalement et ça ne fait que 15 jours, donc c'est un peu récent, il faut pas. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui va durer et qui me donne du coup plus de place pour plein de choses. Et voilà, pour l'instant, je peux pas vraiment dire que ça m'a déclenché quelque chose d'incroyable au niveau écriture ou quoi, mais je pense que j'ai jamais quand même autant ouvert le document sur lequel écrire. Genre, est-ce que vraiment j'écris quelque chose? Pas grand-chose à part quelques phrases par-ci par-là, mais je sais pas, je me sens enthousiaste. Et c'est vrai que ce fameux challenge d'octobre, comme tu dis, c'est une émulation, c'est chouette, donc voilà, j'ai l'intention de le faire. Je n'étais pas ultra inspirée par ce thème de nanochimère des fonds marins, Ouais. j'avoue. Moi c'est Mais du coup, pareil, les pirates, je vais aller regarder la liste d'Heptalone. Peut-être que ce sera plutôt ça, du coup, que je ferai, mais, ou en mixant les deux. Mais... Oui, Oui, tu peux après, faire rien attention. n'empêche de faire sa propre liste, de tirer des mots au hasard dans un univers qui nous parle. Ouais. Et- Mais j'aime bien quand c'est plus que juste un mot, tu vois, quand c'est un peu... J'aime bien nanochimère pour ça, parce qu'elle Mais j'ai un a titre, en fait. un petit... Ouais, exactement, c'est déjà un titre, donc... Hmm. Ouais. Et toi, Marie, tu vas le faire cette année? Bah, en fait, je sais. En fait, je sais. Là, on est le 30, du coup, ça commence demain, et je sais pas. Peut-être que dans le RER, je vais me motiver, mais en fait, comme je suis dans mes corrections et qu'en vrai, je suis vraiment limite un peu obsédée par mes corrections, je sais pas si j'aurais l'énergie de faire aussi bien, enfin, de mettre je sais pas, d'élan créatif que les années d'avant, et j'ai pas une énergie de ouf en ce moment non plus, donc je me dis bon. J'aimerais bien le faire, histoire que ce soit ma 5e année à faire le Write-Over, et en même temps, j'ai un peu l'impression que ce serait peut-être l'année de trop. Et le template de Nanochimère, enfin, j'aime bien les titres en soi qui sont donnés, mais moi, l'univers des fonds marins, ça me parle pas du tout. Donc, Ça t'inspire pas plus que ça, ouais. du coup, j'ai screenshoté Un jour, quoi. Ouais.
j'ai screenshoté le template. En vrai, je me dis, les années d'avant, je les écrivais dans mes trajets en RER ou quand je marchais, donc peut-être que je peux caser des petites nanofictions comme ça, mais pour le moment, je sais pas si j'ai assez d'énergie pour mener et des corrections et 30 jours d'écriture de fond. Attends, t'arrives à écrire en marchant? Ah ouais, toutes mes nanofictions, quasiment, c'est en marchant. Ah Je ouais. ne compte pas le nombre de Écriture en marche, c'est beau. Tu devrais écrire un bouquin inspirant Marie. Ouais. Écrire et marcher, une thérapie. Non, mais c'est incroyable. Écrire au bord de l'eau et respirer les ions négatifs tout dans le rack. Ouais. Mais c'est En pas fait, pour Murakami occuper ces... Ouais. Non, pardon, vas-y. Non, je disais, pour occuper ces temps de transport en commun, c'est une super idée. Ouais. C'était juste ça, mon... Carrément. Ouais. Et du coup, Léa et Laetitia, c'est quelque chose qui vous branche ou pas cette année? Moi, je l'ai déjà fait d'autres fois, et effectivement, mais je crois pas. Déjà, moi, je suis déjà assez en PLS avec l'écriture comme ça, je crois. Mais Mais c'est justement, comme. moi, je trouve que des fois, ça rebooste justement de se décaler un petit peu, de pas être coincé sur un projet qu'on n'arrive pas à faire avancer. Non, mais je suis surexcitée sur un nouveau projet, donc je Ah, garde ça. ok. Ouais, moi, moi, honnêtement, je clairement, sais vu pas si mon je vais le état... faire. Toi, tu vas pas le faire, Léa? Non, je pense pas. Vaut mieux pas se ça... lancer. Ouais, non, ça... Puis ça n'a jamais été quelque chose qui m'a attiré, que j'ai eu envie de faire, donc non. Moi, je m'étais dit, ah, pourquoi pas? Et puis là, je crois que c'est Laure qui vient de dire si ça commence demain, ou Marie. C'est Marie, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on est déjà le 30 septembre, donc je sais pas. Mais en même temps, là, je me lance depuis aujourd'hui là, dans une nouvelle traduction que je dois rendre début décembre. Donc, je vais faire que ça pendant 2 mois, j'aurai plus le temps d'écrire. Donc, je me dis peut-être que d'avoir ça Ouais, chaque jour, ça peut quand même... ta petite Ouais. récréation. Des fois, des petites gammes d'écriture. Exactement. Je Pas vais trop voir, je difficile à mettre dans m'organise. le temps. Et d'ailleurs, on parle de micro-nouvelles, mais voilà, est-ce que, à part la brièveté, est-ce qu'il y a une définition pour vous à donner de la micro-nouvelle? Est-ce que ça doit vraiment raconter une histoire? Est-ce que des fois, c'est plus pour poser une ambiance, presque un petit truc poétique? Pour moi, ça se rapproche vraiment de la petite phrase poétique. Vous voyez les petites formes comme le haïku, où on a quelque chose de très resserré qui raconte quelque chose, mais de manière très évocatrice, et ça suffit en fait. Pas besoin de... C'est une bonne question. Mais je trouve que c'est intéressant, la poésie. Moi, j'ai découvert les définitions de l'Oulipo. En gros, c'est décrire un objet du quotidien, par exemple, de façon un peu détournée et poétique. Et j'avais commencé à en faire un peu sur mon compte, Quick Tales. Mais je sais pas si c'est vraiment des nanofictions. J'aime bien faire ça, mais je sais pas si ça compte comme une histoire. Mais je sais que des fois, j'avais trouvé quand j'étais pas très inspirée par certains thèmes du Writeober, j'avais trouvé des petites façons de raconter comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment des histoires? C'est pas sûr. D'ailleurs, toi, Marie, tu utilises le terme de nanofiction. Oui. Tu différencies ça de micro-nouvelle ou pas forcément? Non? Pour moi, nanofiction, c'est vraiment un tweet. Mais ça, c'est vraiment mon interprétation personnelle et je pense que c'est la même chose, hein, en vrai. Peut-être micro-novelle, peut-être qu'on peut se permettre d'être un peu plus long, mais en vrai, j'en sais rien. Je pense que c'est la même chose. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que Marie, tu as ce compte Nano Quick Tales sur Instagram. Ça fait longtemps que tu n'as pas posté, sauf erreur de ma part. Ouais, en fait, j'en ai certainement en stock, mais en fait, moi, je suis un peu. Moi, je suis carrée dans ma tête, et en fait, j'ai fait un petit template avec des successions d'images, et je poste mes nanofictions que quand j'en ai 9, et que du coup, ça me fait déjà tout mon truc. Et là, j'en ai genre que 3. Du coup, j'attends d'avoir toutes mes trucs Après pour le poster. Writeober, tu en auras peut-être du coup. Ouais, je verrai demain si je. Je verrai. C'est la surprise. En tout cas, voilà, Marie ne poste plus trop dessus pour l'instant, mais si vous voulez découvrir plein de petites nanofictions / micro-nouvelles, il y a une petite mine d'or à aller regarder là-bas. On passe à la reco qui donne envie d'écrire et c'est Laetitia qui va nous en parler aujourd'hui. Oui, alors j'ai eu envie de vous parler d'un livre dont je crois que je ne vous ai pas encore parlé, étonnamment, qui s'appelle Enquête d'un grand peut-être
Oh. guide de littérature ado. Donc, c'est pas vraiment tout à fait, enfin, c'est pas un guide sur l'écriture, mais je trouve que c'est quand même intéressant et que si, enfin, en particulier, si vous vous intéressez à la littérature ado, donc jeunesse, mais ado en particulier, parce que ben, ça va vous guider à travers toute cette littérature-là. Et je trouve qu'en termes de, en quelque sorte, culture générale, si vous avez envie d'écrire dans ce genre, c'est juste passionnant. Ça parle de tous les thèmes qu'il y a dans cette littérature, un peu de son histoire, etc. Et puisque c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est entrecalé d'une bonne dizaine de nouvelles d'auteurs aussi prestigieux que Anne-Laure Bondou, Clémentine Beauvais, Flore Vesco, Timothée de Fombelle, Karina Rosenfeld. Bon, c'est que des voilà, c'est que des stars de la littérature ado. Et les nouvelles sont toutes géniales. Donc, je me disais que ça pouvait faire un bon lien à la fois avec l'épisode et en même temps bah, vous donner envie d'écrire. Franchement, voilà, ça donne envie, moi, je trouve, d'écrire de la littérature ado. Trop cool, merci Laetitia. Donc c'est En quête d'un grand peut-être guide de la littérature ado de Tom et Nathan Lévesque. Je te le piquerai à l'occasion, Laetitia. Ça m'intéresse. Et on passe au thème du jour, comment écrire une nouvelle mémorable. Alors la nouvelle, on le sait, c'est un genre par lequel beaucoup d'écrivains passent pour commencer à faire leurs armes parce qu'elle est plus courte, parce que peut-être qu'elle paraît plus rapide ou plus facile que le roman. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de concours de nouvelles pour les jeunes auteurs, dont on a parlé dans notre précédent épisode, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a aussi, on en a parlé, le genre de la micro-nouvelle qui a émergé, notamment sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça reste un genre à part entière avec ses codes, son esthétique, ses contraintes. On a moins de place que dans un roman pour développer des personnages, pour construire un univers, une intrigue et tout. Donc, il faut arriver à être impactant en peu de mots. Alors, petit tour de table d'abord. Parmi nous, qui écrit ou a écrit des nouvelles? C'est quoi votre rapport avec ce genre? Qu'est-ce que vous y trouvez si vous en écrivez ou si vous n'en écrivez pas, pourquoi? Bon, on peut commencer par Marie, parce qu'on connaît la réponse peut-être. Alors moi, j'ai dû en écrire 3. 2 dans des anthologies et une parce qu'il y avait l'appel à texte dont on a parlé en début d'année de Cécile Duquesne. C'était la thématique de KPDP. D'ailleurs, au passage, cette nouvelle-là, je l'ai mise sur Amazon. Donc, si vous voulez aller la lire en format e-book, elle est disponible. Tu peux nous Et redire en juste fait, le titre et comment la trouver? ouais, du coup, c'est Les Fleurons de la Reine et c'est disponible sur Amazon. Vous tapez Marie Caillé, vous tombez sur les livres que j'ai sur cette plateforme-là. Et en fait, moi, mon rapport à la nouvelle, en fait, pour moi, c'est un exercice, mais c'est pas un genre vers lequel je vais spontanément. Par contre, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. En fait, ça me rappelle un peu le devoir d'écriture d'invention qu'on avait au collège, que j'adorais par-dessus tout. Et moi, j'adore quand on me dit, voilà, il y a le thème, il faut écrire là-dessus, tu as tant de temps, tant de... C'est un espace limité, en fait, et pour moi, ça me rassure, parce que ça me donne tout de suite un cadre assez défini, et c'est moins angoissant qu'un roman où tout de suite, on se projette sur des mois et des mois de travail. Du coup, voilà, j'ai un rapport finalement assez scolaire à la nouvelle, je pense. J'aime trop cette comparaison. J'avais jamais pensé. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant. Moi aussi, j'aimais trop cette épreuve. Puis je trouve que la nouvelle, en vrai, c'est bien qu'il y ait plein d'appels à texte sur ce genre-là, parce que je trouve que c'est un bon genre pour faire ses gammes, pour s'entraîner un peu à comment construire un récit, mais vraiment plus resserré qu'un roman. Ça peut être un bon exercice pour se lancer là-dedans. Après, je pense que tu parles d'écriture d'invention parce que tu penses au côté contraint de la nouvelle dans le thème. Souvent parce que, comme tu dis, il y a des appels à texte avec un thème précis ou les micro-nouvelles. Voilà, on va prendre une liste de thèmes. Et donc, il y a à la fois le format restreint, comme tu dis, qui est plus balisé, et puis le thème qui fait qu'on a plein de contraintes qui nous rassurent, quoi. Qui nous guide. Ouais, qui guide, c'est ça. Laure, du coup, toi, t'en écris, t'en as écrit? J'en ai écrit un peu parce que concrètement, quand j'ai écrit des fanfictions, c'était jamais des trucs ultra longs et c'était plutôt des trucs en soit un chapitre, ouais, enfin globalement un chapitre, ou même si on avait plusieurs, ça restait quand même quelque chose d'assez court. Donc c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et après, ouais, il y a quand j'ai participé au Write-Over où je ne sais pas respecter la limite qui dit que ce soit dans un tweet. Et genre, en règle générale, les 2 premiers jours, ça va.
Et puis après, voilà, plus rien, plus aucune limite. Mais C'est bien, ça veut dire que ça marche, que petit à petit, t'es de plus en plus inspiré. ouais, c'est ça. Que j'ai envie de rester plus longtemps avec la scène dans laquelle je suis. Mais donc ouais, voilà. Mais par contre, je réalise que j'en lis pas trop. En cherchant un peu des exemples de choses que j'avais lues, j'ai réalisé que pas grand-chose. Mais À ça, part un peu de nouvelles de SF. Mais Mais ça, pardon. j'en reparlerai après quand je vais faire un petit topo historique sur la nouvelle, mais c'est vrai que c'est un genre qui marche pas en fait en librairie. Ça a été détrôné par le roman et c'est pas un genre noble, on va dire. Laetitia, toi, Oui. je sais que tu avais gagné un concours de nouvelles, que c'était peut-être même ta première publication, mais est-ce que tu en as écrit d'autres depuis? Tout à fait, effectivement. Eh bien, moi, je déteste ça. Non, en fait, pour clarifier, plutôt, disons que je suis très mauvaise à ça. J'avais eu un instant de grâce avec cette nouvelle que j'avais écrite pour un concours, effectivement, mais je vois ce que veut dire Marie sur le côté hyper scolaire. Moi, c'était enfin voilà, j'avais ce rêve depuis toute petite, hein, depuis assez jeune, d'écrire des livres et tout, et donc j'avais bien capté ce truc de faut envoyer à des concours de nouvelles. Et franchement, je pense que j'en ai écrit plusieurs que j'ai envoyé à des concours et bon, enfin voilà, je gagnais pas, mais ça me faisait pas, comment dire, ça me surprenait pas beaucoup. J'avais à peu près conscience que c'était nul. Et j'ai eu un instant de grâce avec cette nouvelle qui a gagné. Et celle-là, j'ai vraiment le souvenir de l'avoir écrit, mais d'un trait, enfin, un espèce de truc hyper organique. Et j'ai gagné le premier prix et c'était ouf. Et après, j'en ai écrit, voilà, j'ai essayé de réitérer l'exploit et ça n'est jamais arrivé. Ça n'a pas. Non. Mais Marie m'a un peu réconciliée, un tout petit peu, un peu réconciliée avec le genre, avec le write-over justement que j'ai fait, je pense, 1 ou 2 ans. Et j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai plutôt bien aimé quand je l'ai fait, quoi. Peut-être parce que Voilà. tu avais fait du stand-up entre-temps. Parce qu'on en avait Euh, parlé de ça, du fait qu'il y a des mécanismes hyper, limite un peu d'horlogerie dans les nanofictions, tu as aussi dans le stand-up, quoi. oui, c'est sûr. Effectivement, dans l'écriture de blagues, il y a ce côté chute, enfin construction, et amener la chute. Donc oui, effectivement. Qu'est-ce qu'une nanofiction? C'est une blague, au fond. Grave. Et toi, Léa? Moi, comme Laure, j'ai écrit beaucoup de formes courtes en fanfiction. Donc des choses d'un chapitre ou de 2 chapitres, ou même ce qu'on appelle des drabbles en anglais, des drables en français, qui est une forme qui vient de la littérature. C'est des auteurs qui s'amusaient à écrire des fictions de 100 mots. C'est ça, en fait, à l'origine, un drabble. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'en fanfiction, ça a été repris, mais alors, c'est plus forcément 100 mots. C'est la personne qui lance le thème qui détermine le nombre de mots, et ensuite, les personnes peuvent écrire, mais c'est souvent très bref quand même. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait des petites, des petites choses, mais en original, un peu moins. Ça m'arrivait quand j'étais ado, mais plus du tout maintenant. Moi, j'en ai écrit. Ma première vraie publication, on va dire, c'était aussi une nouvelle avec le prix du jeune écrivain. L'année précédente, j'en avais déjà envoyé une autre qui était arrivée en finale. Donc, la nouvelle, c'était, voilà, je pense comme toi, Laetitia, je savais qu'il fallait que j'écrive des nouvelles pour commencer, en fait, pour les concours et tout. Après, j'en ai écrit pour des recueils dans lesquels on m'a proposé d'écrire, mais en science-fiction. Or, c'est un genre que je connais pas du tout, donc ça a été vraiment des défis compliqués. Et en fait, j'en écris très, très peu parce que, enfin, je sais pas, sauf cadre particulier où d'un coup, je peux avoir une idée et hop, ça coule tout seul, mais c'est extrêmement rare. Mais sinon, voilà, là, sur ces recueils, on m'a demandé d'écrire. En fait, j'ai mis des mois à écrire chaque nouvelle. Je sais pas, il y a des auteurs, j'ai l'impression, ils peuvent l'écrire en une semaine, c'est fini, plié, ils envoient. Moi, je le construis presque comme un mini-roman, même si c'est pas un mini-roman dans sa forme, sa structure et tout, mais je vais passer le même temps de travail dessus, quasiment. Et donc, en fait, ça m'épuise, quoi, parce que ça me demande beaucoup, beaucoup de travail pour un résultat qui fait que quelques pages à la fin. Mais c'est vrai que c'est gratifiant parce que tu vois quand même plus vite le produit fini. Et il y a moins ce côté de je me perds dans l'histoire. Enfin, je sais quoi, quand j'écris hyper lentement, quand j'arrive aux 2 tiers d'un roman, je sais plus ce que j'ai écrit au début, quoi. J'ai l'impression de me noyer dans un espèce d'océan, alors que là, au moins, tu as tout en tête, quoi. À un instant T, tu te perds pas trop.
Bah voilà, c'est le moment du petit topo historique sur la nouvelle, parce que voilà, c'est finalement un genre assez difficile à définir. Mais alors voilà, c'est pas un genre qui est récent, c'est né en fait même avant le roman, au XIVe siècle. Alors tout est pompé de Wikipédia, hein, donc je n'invente rien. Avec le Décaméron de Boccace, d'ailleurs qui est adapté en ce moment sur Netflix. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas vu, mais voilà, c'est marrant. Ensuite, le genre a eu un essor au XVIe siècle, puis son heure de gloire au XIXe. Donc on a tous étudié les nouvelles de Maupassant et tout au collège, nouvelles fantastiques. Et aujourd'hui, c'est largement supplanté par le roman en tant que genre noble, comme on disait tout à l'heure. On vend pas des recueils de nouvelles, c'est plus un genre qui se lit. Et d'ailleurs, en fait, pendant longtemps, la distinction entre nouvelles et romans, c'était pas super net. Donc là, je lis Wikipédia. Au Moyen Âge, la nouvelle vient s'ajouter et en partie se substituer à une multitude de récits brefs, fabliaux, laits, dits, devis, exemples, contes. Les nouvelles étaient d'abord des petites histoires anonymes qu'on distribuait gratuitement dans la rue et qui se distinguaient en deux groupes, les exempla, qui étaient des récits religieux prêchant la morale et les dons à l'église, et les canards, qui racontaient des faits divers comme des vols, des tromperies, des meurtres et tout. Et plus tard, au XVIIe siècle, la nouvelle va se rapprocher du roman, et en fait, la princesse de Clèves est considérée à sa sortie comme une nouvelle, parce que c'est un petit roman. C'est à la fin du XVIIIe siècle que la nouvelle se distingue des romans qui sont à l'époque extrêmement longs et touffus, avec une action plus resserrée, et c'est là qu'elle devient un genre à part entière et pas seulement un petit roman. Voilà globalement pour l'évolution du genre. Alors aujourd'hui, on peut dire que le premier critère qui définit une nouvelle, c'est le fait qu'elle soit brève. Mais concrètement, quelle longueur vous donneriez pour baliser une micro-nouvelle, une novella? Il y a aussi ce genre maintenant qui a un petit essor. D'ailleurs, je crois que elbakin.net, qui est un site sur la fantaisie en général, a fait un épisode de podcast sur l'essor en ce moment de la novella en librairie, si vous voulez aller écouter. Et le roman, parce que tout ça est un peu flou. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur en tête? Alors moi, je crois que la novella, il faut pas que ça fasse plus de 5000 mots. Ah ouais, il y a des nombres de mots comme ça, Marie? Ah, c'est marrant. Ou Ok. 50 000 signes. Je Ouais, sais plus. ouais. Je sais qu'il y a un 5 et je sais qu'il y a un cap entre la novella et le Ok. roman. Moi j'avais entendu dire que pour que ça soit un roman, il faut que ça passe 50 000 mots. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, en dessous, ce serait une novella. C'est pas un roman. Après, on parle de roman adulte à ce moment-là, parce que sinon. Oui. Oui, Oui, Ce que j'allais dire, c'est super arbitraire, ça dépend du genre, ça dépend de ce que l'éditeur et l'auteur décident. En vrai, si l'auteur dit, bah moi je décide que ça, en fait, c'est une novella ou ça, c'est un roman et je veux que vous en parliez comme ça, à moins que vraiment ce soit ridicule, c'est-à-dire que ça fasse 3 pages, je vois pas enfin, les frontières sont floues, quoi. Moins comme une ligne droite et plus comme 2 couleurs qui se fondent l'une dans l'autre pour moi, quoi. Ouais. Une histoire de collection, de collection, simplement. Oui, aussi, ouais. Aussi, ouais. Une logique marketing derrière, hein, forcément. Parce que je pense à plein de romans en littérature générale, genre aux éditions de Minuit, des trucs comme ça, qui sont en fait des très très petits romans. Oui. J'imagine qu'ils se rapprochent presque de la novella. Ouais. Mais après, il y a des collections de novellas qui sortent. Je pense à L'Heure Lumière au Bélial, qui est une maison de fantaisie. Là, c'est promu comme de la novella. Et qui a ses arguments marketing aussi, c'est découvrir un univers, un auteur et tout dans un texte court, mais quand même qui est plus extensif qu'une nouvelle, ce qui fait qu'il y a moins la frustration qu'il peut y avoir dans la nouvelle. Mais oui, donc on va dire qu'en gros, globalement, un roman, c'est plutôt 50 000 mots, 300 000 signes, et qu'en dessous de ça, on va plutôt considérer que c'est une novella, je pense. Et après, la nouvelle, c'est encore vachement en dessous. Mais, Ouais, j'avais trouvé entre 1000 et 20 000 mots, ce qui est un râteau. Avec une moyenne entre 3 et 5 000. J'ai trouvé ça sur The Artist Academy. Ouais. Mais là, en plus, c'est en mots, donc ce qui est le système anglo-saxon. En français, c'est encore autre chose, par en signes. Mais oui, d'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est le dernier que j'ai lu et que j'ai en tête, mais un recueil de nouvelles de Ted Chiang, je ne sais même plus le titre. Tu as des nouvelles qui font vraiment 5 pages, et puis ensuite, tu as la grosse nouvelle du recueil qui, elle, d'un coup, fait presque 100 pages, quoi. Donc, c'est hyper variable au sein même d'un recueil. Une nouvelle de 100 pages, moi, ça me... Je sais pas. Bah, c'est une novella, quoi. Oui, c'est une novella, ouais.
Hmm. Pour moi, une nouvelle, c'est l'équivalent, je sais pas, de 3-4 chapitres d'un roman, quoi. Après, on en revient à mon détail de chapitres. Mais ouais. Donc en gros, c'est flou. Et si vous écrivez pour un concours, regardez juste le nombre de signes qu'on vous demande. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en tout cas, si la question se pose, je vois parfois par des jeunes auteurs qui veulent être publiés, ont un texte d'une longueur certaine et se demandent s'ils peuvent l'envoyer à des éditeurs de romans. Est-ce que c'est assez long? Est-ce qu'ils doivent le mettre dans un recueil de nouvelles? Et là, ouais, la question peut se poser. Donc, ayez quand même ces ordres de grandeur en tête que si, voilà, à part si c'est des collections de littérature générale que vous ciblez, dont vous savez qu'ils ont l'habitude de publier des romans très courts, peut-être que ça risque de pas être assez long. Et derrière, il y a aussi des logiques commerciales où il faut que le lecteur il ait l'impression d'en avoir pour son argent et que s'il paye 20 € pour un petit livre de 150 pages, ça Oh, fonctionne après, pas trop. tu grossis le corps et tu Voilà. grossis les marges. Du belles Prends mains. du papier bien épais. Ouais. Mais il y a un peu ça, ouais, je me rends compte, notamment des jeunes lectrices qui ont l'impression que plus il y a de pages, plus elles en ont pour leur argent, alors que derrière, c'est le même travail, quoi. Ouais. C'est une autre question. Ouais. Alors, on dit voilà, souvent que la nouvelle, c'est pas un mini-roman, que ça a d'autres codes, je l'ai dit au début. Mais alors concrètement, sur le contenu, qu'est-ce qui distingue pour vous une nouvelle, donc on va parler de la nouvelle contemporaine, en tant que genre? À part sa longueur, voilà, si on devait te faire une liste de critères pour qu'un texte ce soit une nouvelle, à part la longueur, ça on l'a dit, à quoi ressemblerait cette liste de critères? Bah, moi, le critère le plus évident qui me vient, c'est l'histoire du twist final. On attend d'une nouvelle qui est une sorte de surprise à la fin, alors qu'un roman, c'est pas du tout dans les prérequis. Pour toi, ça faisait partie des questions que je voulais poser, mais on peut en parler maintenant. Est-ce que la chute, c'est la chute, le retournement final vraiment? Est-ce que c'est une obligation pour une nouvelle? Pour moi, ça y est fortement associé, mais c'est pas une obligation. Par exemple, quand on pense à la forme du conte, qui est une forme ancestrale et qu'on continue à exploiter, à écrire aujourd'hui, on réécrit des vieux contes, on en écrit des nouveaux. Il y a pas forcément de twist dans les contes. C'est une histoire avec une structure classique, juste très, très resserrée, en fait. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on associe beaucoup, je suis d'accord avec Marie, hein, on associe énormément le genre de la nouvelle au twist final, mais pour moi, c'est pas une obligation, en fait, si on considère qu'un conte, par exemple, est une nouvelle, Ouais. une forme de nouvelle. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres critères en tête sur ce qui fait une nouvelle, à part un twist, une chute finale? Peut-être pour moi, on en a beaucoup parlé, on l'a évoqué, lire une nouvelle, c'est découvrir le travail d'un auteur, on l'a dit et pour moi, peut-être qu'une nouvelle, ça doit avoir un style particulier. C'est-à-dire que ça doit avoir la quintessence de ce que l'auteur est capable de proposer en termes de style, en termes de construction, en termes de travail de la langue, du texte et cetera. Ça doit être un peu un petit bijou poli de ce qu'il ou elle est capable de produire, en fait. Pour moi, c'est ça l'essence de la nouvelle. Je dirais que c'est un truc qui est plus resserré aussi. Peut-être que c'est centré, peut-être que c'est une seule scène, peut-être que c'est un seul personnage, mais c'est beaucoup moins touffu qu'un roman et ça va se concentrer sur un élément. Après, je suis sûre qu'on peut trouver plein de contre-exemples à ça, mais Toujours. Ouais, il y a un côté, moi je vois un côté plus nerveux à la nouvelle en fait, plus vraiment taillé à la serpe, en mode plus efficace ou vraiment un petit écosystème dans un mouchoir de poche, quoi. Plus un sprint qu'un marathon, quoi. Je pense que vous avez raison sur le fait que c'est un élément. Enfin, je pense donc c'est soit, comme tu dis, un personnage ou une scène. Enfin, il y a toujours, c'est quand même recentré autour de quelque chose en général, quoi. Alors qu'un roman, il va y avoir plus des sous-intrigues, des personnages secondaires, plein d'autres plusieurs plein arcs. d'autres fils, quoi. Ah, tiens, je sais un autre truc aussi. Dans la nouvelle, tout est utile, alors que dans un roman, on va y avoir des choses qui servent à rien. Enfin, c'est cruel les ça, mais un peu vrai. On ne peut pas se permettre de digression vraiment dans une nouvelle. C'est pas l'endroit de le faire, quoi. Ouais, normalement, dans une nouvelle, tu peux pas. Enfin, limite, je crois que quelqu'un. Je sais pas si c'était un conseil d'un auteur ou quoi, mais que t'es pas censé pouvoir enlever une phrase, quoi. Dans une nouvelle, vraiment, tu peux enlever la phrase, bah enlève-la, en fait.
Ouais, c'est un truc aussi où tu peux avoir une certaine économie t'es pas obligé de présenter ton personnage, t'es pas obligé de. Enfin, tu peux aussi laisser plein de choses un peu floues pour te concentrer sur l'élément central que tu as choisi. Ouais. Après, voilà, je vais faire plutôt une définition en creux par rapport à ce que ça n'est pas, mais je lis souvent, voilà, avec Absalom ou quoi, mais des nouvelles qui sont en fait plutôt des débuts de romans. Mm. Et une nouvelle, c'est pas un début de roman. C'est pas un incipit, ouais. Voilà, c'est pas un incipit qui laisse tout ouvert en disant c'est pas un Ouais. teaser en fait d'autre chose. Ouais. Oui, tu peux avoir envie que l'auteur développe son idée dans quelque chose de plus long, mais ça doit se tenir seul, Ah, pas ouais, ça laisser doit la se personne. suffire. Ouais, ça doit Ouais. se suffire à lui-même aussi, ouais, effectivement. D'ailleurs, est-ce qu'une nouvelle, ça doit être, puisqu'on dit que ça se suffit à soi-même, une histoire entière avec tous les éléments qu'on va retrouver globalement dans le roman, donc un arc de personnage qui évolue, une promesse narrative qui est tenue, un motif thématique, des objectifs du personnage, des motivations, etc., un antagoniste, est-ce que pour vous, il faut qu'il y ait tout ça vraiment dans une nouvelle? Alors, Ça pour dépend. moi, Ça dépend. bah, ouais. Ça dépend du quoi. genre. Pas forcément un antagoniste. Ouais, je suis d'accord. Alors, je Antagoniste, sors ça de mon chapeau, mais alors moi, j'ai pas lu beaucoup de recueils de nouvelles, mais j'avais lu L'Arbre des possibles il y a longtemps de Bernard Weber, et souvent c'était des histoires du quotidien dans un quotidien futuriste, et l'histoire et le twist reposaient pas forcément sur un rapport d'antagonisme. Donc on n'est pas obligé d'avoir ça. J'ai l'impression que il y a souvent quand même ces éléments, mais encore une fois de manière très resserrée et à une échelle beaucoup plus petite. C'est-à-dire que l'évolution du personnage, ça va pas forcément être, je sais pas, passer de égoïste à généreux, mais dans le cadre d'une situation, quelque chose de très précis. J'ai pas d'autres exemples, mais vous voyez. Non, mais je comprends, faut qu'il y ait une tension à résoudre, sinon il n'y a pas d'histoire, quoi. Faut qu'il y ait un contraste ou une tension ou quelque chose qui. Sinon il y a pas d'histoire. Enfin, voilà. Ouais. Je suis assez J'ai d'accord. l'impression que effectivement, soit ça se passe dans un lieu très précis, soit ça se passe dans une temporalité très resserrée. Il y a peut-être effectivement des contre-exemples, mais moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de nouvelles que j'ai lues qui se passaient soit un petit peu en huis clos, soit vraiment avec un truc un peu timé. J'ai l'impression qu'on retombe en fait sur les règles du théâtre classique, qui étaient des textes très courts finalement, des règles d'unité, de lieu, de temps, de je sais pas quoi. Ouais. Action. Ouais, bah c'est vrai. D'action. Du coup, c'est vrai que la technique du huis clos, par exemple, elle va bien marcher pour la nouvelle, Ouais. pour s'en tenir à quelque chose de serré. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va impliquer par rapport aux techniques d'écriture qu'on va mettre en œuvre dans une nouvelle, par rapport à un roman? Est-ce qu'il y a certaines techniques qu'on va pas pouvoir appliquer ou au contraire, ou qu'on va devoir, modifier? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut reprendre vraiment de l'écriture d'un roman? Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui change? Alors moi je pense qu'on peut utiliser sans aucune hésitation le fameux début in medias res, parce qu'on n'a pas le time et que du coup ça permet d'aller tout de suite, de camper tout de suite le décor et les personnages. Ça, je pense qu'en nouvelle, souvent ça démarre vraiment très très vite. On comprend très vite où démarre l'action. Ça peut être une technique intéressante. Ouais, du coup, je pense que le show don't tell, le fameux, voilà, montrer et ne pas dire, va beaucoup être utilisé aussi dans la nouvelle. Avec des techniques peut-être plus visuelles, plus cinématographiques en quelque sorte. Ouais, je pense que dans la nouvelle, plus encore que dans le roman, il faut vraiment faire confiance au lecteur pour combler les trous. C'est vraiment, il faut. Ouais, il y a aussi un côté, en relisant un peu certaines pour préparer l'épisode, un truc de jeu avec la culture commune aussi. Enfin, en gros, vraiment de confiance. T'es dans un genre. Je sais pas, t'es dans un truc spatial. T'as pas besoin de réexpliquer. Enfin, évidemment, parce qu'il y a un vaisseau spatial. Comment fonctionne le vaisseau? Ouais, je sais pas comment dire. Il y a des trucs dont on peut vraiment se passer, même. Que tu as vraiment ce truc-là, il faut encore plus se servir du jeter dans un genre, c'est dans une culture commune. Je pense que tu es plus, par exemple, les archétypes vont être hyper utiles parce que, comme tu dis, par exemple, tu fais confiance au lecteur, donc tu vas peut-être moins hésiter à aller brosser les personnages en grands traits.
parce qu'ils sont super utiles pour savoir, bah Ouais. voilà, ça va parler de ça, ce sera dans tel genre, le personnage il sera campé comme ça. Quitte à jouer après avec ces codes-là dans la nouvelle, mais ça aide à brosser le tableau, quoi. Ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure de la chute. Est-ce qu'on peut revenir dessus un peu plus en détail? Donc voilà, on a établi que c'était une forte attente, en tout cas que c'était très lié de la nouvelle, mais que c'était pas forcément une obligation. Comment on fait ça? Parce qu'autant dans un roman, on a quand même la place de mettre des petits fusils de Tchekhov, des petits indices et tout qui vont donner lieu à un retournement. Dans la nouvelle, on peut pas forcément le faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des techniques qui s'appliquent à ce moment-là pour ménager un twist? En vrai, ça marche, hein, moi, je pense, le fusil de Tchekhov. Tu sais, quand je Oui, en pense à plus, ça, oui. tu les as lues aussi, celle de Morleva, du recueil Silhouette, non, Christelle? Ouais, ouais, ouais. Et là, il me semble qu'il y en a dans quasiment toutes, non? Je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. C'est au moins 10 ans que je l'ai lu, ce recueil. Oui, et pas forcément. Des fois, c'est juste un élément qui est caché au lecteur par exemple, la toute première nouvelle avec la silhouette, la Oui. femme qui va. Oui, t'as raison, t'as raison. Ça, c'est un oui, élément qui non dit. apparaît vraiment à la fin. Ouais, Et c'est tous les un petits nom trucs qu'on dit. trouve un peu bizarres dans la nouvelle, on comprend d'un coup. Bon, du coup, je ne spoil pas. Et Non. lire Silhouette, c'est vraiment masterclass sur C'est l'écriture incroyable. de Silhouette, de nouvelles. Moi, j'ai découvert grâce à Laetitia. Et en plus, moi, j'adore Mourleva, donc autant dire que je n'ai pas tardé trop longtemps à acheter le livre. Et vraiment, c'est super intéressant parce qu'il fait du coup un recueil de nouvelles. Et je trouve qu'elles ont toutes des structures assez différentes. D'où les twists sont quand même des choses, des ressorts qui sont assez distincts les uns des autres, quoi. Moi, si je repense à ma première nouvelle, je crois pas que j'avais mis vraiment de fusil de Tchekhov par rapport au retournement final. Mais en fait, bon, je spoil totalement. C'est donc un petit garçon qui tombe amoureux de sa voisine et qui lui écrit tout le temps des lettres, des milliers et des milliers de lettres qu'il dépose devant sa fenêtre tous les jours. Et en fait, elle lui répond absolument jamais. Et il y a une espèce de mépris comme ça entre sa famille à elle et sa famille à lui. Et en fait, sa mère à lui elle prend beaucoup de place, elle est très jalouse, elle veut qu'il devienne écrivain et tout, bref. Un peu la mère de Romain Gary. Et en fait, à la toute fin, on se rend compte que si la fille a jamais répondu, c'est parce que tout simplement la mère volait les lettres, en fait, qui tombaient sur la fenêtre. Et c'est jamais, il n'y a pas d'indice de ça, mais en fait, le caractère de la mère fait qu'à la fin, on se dit, bah oui, en fait, c'est sûr, elle est omniprésente, donc forcément, elle était aussi présente là. Ah oui. Ouais. Ben Dans les moi, nouvelles, il y a un vrai art de cacher l'information, je trouve. Ouais. Ouais. C'est un vrai truc où il y a beaucoup de faire en sorte que ça soit une évidence pour le lecteur. Et alors qu'en fait, cette évidence que tu as pris pour argent comptant depuis le début, en fait, on t'a menti. Et là, il y a un peu ce truc-là. L'évidence, c'est qu'elle lit les lettres. Enfin, tu vois, on remet pas ça en question. Ouais. En fait. En fait, ton héros, il le remet jamais en question. Et du coup, Ouais, t'as raison. oui, c'est tout un jeu avec les attentes du lecteur et les projections. En fait, il y a beaucoup de choses dont on peut jouer. Par exemple, moi, je sais que les fleurons de la reine, le twist, je ne l'ai pas mis à la fin, je l'ai mis au milieu. Il y a pas, enfin, en fait, il y a un twist à la fin, mais en vrai, c'est pas non plus ça qui. Et du coup, on peut aussi déplacer les choses et réussir à se dire, par exemple, ce passage obligé là, il m'embête un peu. Comment est-ce que je peux faire pour me réapproprier ce code un peu que tout le monde attend? Oui, puis le rendre intéressant dans le contexte de mon histoire et de ce que je veux raconter aussi, quoi. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on avait fait un épisode sur comment écrire un twist qui retourne le cerveau. Donc, je pense qu'il y a des techniques qui s'appliquent si vous voulez aller l'écouter. Je voulais qu'on passe aussi sur quelques cas particuliers de la nouvelle, notamment la science-fiction, on en a un petit peu parlé. Parce que la SF, ça s'est vraiment développé, j'ai l'impression, à travers des nouvelles, justement. On pense à Isaac Asimov, les robots, Philippe K. Dick qui a écrit des trillions de nouvelles qui ont donné lieu à des films et tout, ou Ted Chiang dont je parlais plus récemment. Et souvent, j'ai l'impression que c'est plus des explorations de concepts que des récits à proprement parler. Peut-être que Marie, c'est ce dont tu parlais avec Bernard Werber aussi. J'ai pas lu ce recueil, mais ça me faisait penser à ça. Où on prend un concept, un récit de science-fiction et on l'applique à des personnages qui sont presque des prétextes à explorer un concept. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ça. C'est un peu une sorte de jeu avec des concepts.
Alors, pareil, moi, l'Arbre des possibles, j'ai lu, mais il y a super longtemps. Du coup, je me souviens juste de celle du cerveau dans le bocal. Mais, mais oui, effectivement, peut-être que la nouvelle en science-fiction, elle n'a pas exactement les mêmes mécanismes qu'une nouvelle qui se passe dans le réel, par exemple. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est plus un SI, et on va essayer de le mettre en œuvre avec des personnages un peu comme des pions avec lesquels on joue. Mm. Mais comme ce SI, il suffirait pas à faire un roman entier, on veut juste le tester en fait. C'est un peu un laboratoire des possibles. Ouais. Quand tu dis ça, Chris, moi, ça me rappelle vachement une autrice de SF française que j'admire beaucoup qui s'appelle Jeanne Adeba. Mm. Ou Jeanne Adeba, pardon, je ne sais jamais. Je sais plus s'il y a un accent sur ton nom de famille, qui a écrit de très beaux recueils de nouvelles. Donc, si nos auditeurs s'y intéressent, elle est française, hein, donc tout est en français. Et oui, j'ai l'impression que dans son écriture, elle joue beaucoup, comme tu dis, à prendre un concept et à jouer un peu avec ses personnages comme des pions. Et le fait que c'est de la SF est prétexte à faire tout ce que tu veux, des uchronies, des trucs qui se passent dans un futur très très lointain, des choses où c'est notre histoire, mais c'est un futur très très proche avec juste quelques éléments de différence. Enfin, vraiment, ouais, un vrai laboratoire. C'est intéressant de le voir comme ça. J'y avais jamais réfléchi. Mais c'est un peu ça avec les nanofictions aussi, moi, je trouve. C'est ça qui est rigolo à faire, c'est que on te donne un thème et tu joues avec, en fait. Ça peut être les symboles, décaler les attentes sur ce symbole, associer deux choses qui n'ont rien à voir. Et du coup, c'est vrai que dans ces nouvelles-là, les personnages ou les intrigues, j'ai l'impression, ont moins d'importance. C'est pas là-dessus que se porte le focus. Ouais. C'est plus, il faut avoir un concept, une idée très forte. De world building, de comment on est. Ouais. Mm. Et Ouais, moi, alors, quand j'ai lu Ted Chiang, ça m'a un peu frustrée d'ailleurs parce que c'était vraiment ça. Et en fait, ces personnages, vraiment, c'est des prétextes. Ils n'existent pas en fait. Ils sont là que pour être les canaliseurs, les vecteurs de son SI, de son Ouais. concept. Et il les laisse complètement. Une fois qu'il a fini d'explorer son concept, qu'il est allé au bout, il laisse ses personnages en plan total, et vraiment en plein milieu de leur arc d'évolution et tout, et on s'en Ouais, fiche. c'est vrai. Et moi, j'avoue que ça m'a frustrée. Alors après, voilà, ces nouvelles, elles ont eu des prix Hugo et Nebula et tout ce que vous voulez, les plus grands prix du monde. Mais c'est vrai que quand on est habitué à la lecture de romans, ça peut être un peu déstabilisant. Ouais. T'allais dire quelque chose, Léa? Ah non, je trouve ça passionnant. En fait, je m'étais jamais fait la réflexion, mais je pense que moi, peut-être on a tous un rapport différent à ça, mais moi, ça me heurte moins qu'on me laisse des personnages en plein milieu d'un arc. Si c'est le contrat de base de dire Ouais. je vais te raconter quelque chose de très court, ça me choque moins que dans un roman où là, par contre, si ça arrivait, j'avoue que je serais un peu choc-barre à la fin. Je serais un peu genre, mais pardon, mon attente, tu ne l'as pas du tout satisfait, le contrat n'est pas signé. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je n'y avais jamais pensé, mais effectivement, c'est vrai que des fois, on laisse un peu des trucs en plan dans la nouvelle. Et comme disait Laetitia tout à l'heure, c'est un peu à toi, en tant que lecteur, de t'investir beaucoup et l'auteur te fait confiance pour ça, en fait. Mais du coup, ouais. je me demande comment on joue vraiment sur la frustration du lecteur, du coup. Comment on fait quand même une nouvelle qui est satisfaisante en sachant qu'on va le frustrer sur plein de points? Est-ce que c'est genre un seul point où on sait que là-dessus, il faut satisfaire le lecteur? Genre, typiquement, voilà, en science-fiction, il faut que le concept soit amené jusqu'au bout. Et tant pis si tout le reste est laissé en plan. Vous pensez que c'est ça? Je pense que c'est un peu un truc comme ça. Moi, je sais pas si c'est le même ou s'il y en a plusieurs. C'est Expiration ou Expiation. Bah oui, je crois que c'est lui, je sais plus, j'en ai lu. Ça, de Ted Chiang. Deux, mais ouais. Et il me semble qu'il y en a. En fait, je me souviens pas très clairement des nouvelles, à part que globalement, j'avais beaucoup aimé. Je pense pas toutes au même niveau, mais je m'étais dit que ça me faisait un peu l'effet d'un Black Mirror. Dans le sens où, genre, ça fait réfléchir. Ouais. Et ouais, et du coup, c'était plus. Ouais, en fait, le sentiment que ça m'avait donné, les réflexions que ça m'avait fait avoir sur le rapport à tel ou tel truc, enfin, vraiment, je me souviens pas des thèmes, donc c'est complètement flou ce que je dis. Et du coup, c'était pas si grave que ça, que ouais, les personnages peut-être aillent pas au bout de leur arc du truc et que c'était un peu laissé en plan. C'était ah ouais, ok. Ouais, moi je serais un peu de cet avis-là aussi. Pour moi, le contrat en tant qu'actrice, il est rempli si au niveau émotionnel, la nouvelle, elle arrive vraiment à tout de suite me projeter dedans et qu'il y ait ce sorte de twist ou de pirouette finale un peu comme
Je sais pas si vous voyez les grands toboggans dans les piscines qui Mm. font des loupes et après, hop, on est éjecté dans le bassin et c'est fini. Et ben moi, c'est un peu ce truc-là. Si je suis un peu dans cette loupe-là émotionnelle où je suis hyper accrochée, où j'ai envie, enfin, je lis d'une traite jusqu'à la fin de l'histoire. Si à la fin, la boucle, elle est bien terminée, bon, bah, je reste peut-être avec mes questions et tout, mais au moins, j'ai un peu eu ce que j'attendais en termes d'adrénaline, quoi. Mais à la fois, ce qui était un peu bizarre, c'est que je dirais pas que j'étais émotionnellement hyper. Mais t'avais envie de lire la suite. Ouais, c'est ça, mais plus Ah, ce mais truc un intellectuel, peu c'est de une curiosité fascination intellectuelle. chelou Ouais. que j'avais pu avoir en regardant certains épisodes de Mm. Black Mirror, en fait. Ouais. Le Mais truc là, de- je pense que la SF est particulière sur la nouvelle, c'est que c'est plus un emballement intellectuel. Ouais, Mm. c'est ça. Tu as envie, comme tu dis, de réfléchir avec l'auteur. Exactement. Ouais, c'est vrai que du coup, le contrat est super différent que dans d'autres styles. Autre cas particulier, on reste dans l'imaginaire, mais il y a aussi les nouvelles de fantasy, qui sont peut-être un peu plus rares, ou en tout cas, voilà, c'est moins un genre aussi installé que les nouvelles de SF. Carrément. Et là, pour le coup, le problème qu'on se pose sur le world building dans le roman, de pas trop balancer d'infos et tout, on se le pose encore plus dans une nouvelle. Alors, comment on fait pour plonger le lecteur dans un univers qu'on invente quand on a 10 pages ou 20 pages pour le faire? C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles de fantasy, c'est que les auteurs ils sont trop Tellement. frustrés. Ils disent mais non, je vais faire 4 tomes. Quand tu vas à l'origine de la fantasy, c'est genre Tolkien, c'est des romans fleuves de je sais pas combien de pages, c'est tout l'opposé, avec plein de passages descriptifs que tu peux carrément enlever à la machette si tu dégageais tout ça à la machette. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Pour moi, la fantasy, c'est un genre qui se prête vraiment pas à la nouvelle, contrairement au fantastique, au conte, à la SF. Ou alors, peut-être que ça le sera dans les années à venir, mais la personne qui a trouvé la recette n'est pas encore, En vrai, n'a pas encore foulé cette terre. peut-être que c'est parce que la SF, c'est plus un truc de concept et d'intellectuel et que la fantasy, c'est plus quelque chose qui va plus dans l'exploration, le déploiement des symboles. Comme tu disais, un truc un peu fleuve. Et que du coup, ça se prête peut-être moins à la nouvelle. Si on veut par exemple exploiter un symbole, un truc, on va peut-être plus aller vers la SF direct. Je sais pas. Après, il y a peut-être des très bonnes nouvelles fantasy, mais j'en connais pas trop. Après, je suis pas trop. Ouais, si vous en connaissez, n'hésitez pas. Après, je me dis que ça peut être un bon moyen de. Des fois, on a des idées, pas de monde entier en fantasy et tout, d'un tout petit truc, d'un type de royaume, d'un type de magie, ou d'un truc comme ça. Et peut-être que la forme de la nouvelle pourrait être plus adaptée pour tester ça. Ouais. Après, c'est vrai que ça dépend aussi ce qu'on veut dire par fantasy, parce que je pense qu'il y a plein de trucs dans le write-over que je faisais, par exemple, qui étaient globalement un peu dans ma tête des univers de fantasy. Est-ce que c'était de la fantasy parce qu'en fait, c'était globalement du médiéval fantastique et que j'avais pas envie de me projeter dans vraiment l'histoire, peut-être. Donc, c'était plus un monde imaginaire dans ma tête qu'autre chose. Mais ouais, ouais. Laetitia, t'allais dire quoi? Non, j'allais dire que dans le recueil, dans le livre dont j'ai parlé en introduction du podcast, il y a une nouvelle d'Anne-Laure Bondou et qui est, qui est de la fantaisie a priori, quoi. Et c'est 3 pages. C'est vraiment 3 pages, quoi. Mais il y a un côté conte, en fait. Bah oui. Voilà. Ouais, c'est le genre qui se rapproche le plus, en fait, de la fantasy. C'est le genre qui est à l'origine, d'ailleurs, le conte. Ouais, je pense que ça peut être intéressant si on regarde un monde magique, mais par le petit bout de la lorgnette, quoi. On en montre un tout petit bout. C'est une jolie image. Par le petit bout de la lorgnette, j'aime bien. Sans aller dans toute la complexité des liens entre les royaumes et des généalogies des monstres ou je sais pas quoi. Et dernier cas particulier, les fanfictions, alors qui peuvent être fleuves elles aussi, hein, mais qui ont aussi cette branche, on va dire, de fanfiction très courte. Alors, même question, quelles sont les particularités, quels sont les codes Là, je laisse Laure et Léa nous en parler. Alors, c'est très différent. Déjà, en fanfiction, il n'y a pas d'attente vis-à-vis de twist. C'est-à-dire que quand on est lecteur de fanfiction, on va lire une forme courte, un chapitre, voilà, quelque chose de rapide. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un twist à la fin. Pas du tout, du tout, du tout. Ça ne fait absolument pas partie des attentes du lecteur. Et donc, toi, en tant qu'écrivain, tu vas pas du tout te poser ce truc-là de te dire, tu peux, hein, si tu as envie, mais c'est absolument pas une obligation, quoi. Ça peut juste être quelque chose de cosy et de feel good où tu vas retrouver, j'en sais rien, 2-3 personnages que tu aimes bien et ça va être une scénette, voilà.
Laure, je sais pas si tu as le Ouais, même ressenti que moi. Je sais plus dans quel épisode on s'était un peu parlé, genre est-ce que c'était un épisode sur les tropes? Enfin, je me souviens plus trop spécifiquement, mais il y avait un peu tout ça aussi, où du coup, comme tu dis, en fait, c'est plus genre un contrat de lecture avec les hashtags, où tu sais ce que Ouais. tu sais ce que tu vas chercher quand tu cliques sur la Ouais. fanfiction à peu près, ou ce sur quoi tu vas tomber. Ouais. Et c'est en effet pas forcément de la surprise, c'est plus voilà, l'émotion, soit ça va être triste, soit ça va être joyeux, soit le texte va être particulièrement beau ou quoi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas cet élément de surprise, c'est pas du tout nécessaire, voire même, je dirais que c'est déconseillé. Pas attendu en tous les Ouais. cas, ouais. Parce qu'en fait, il y a ce truc dans la fanfiction où, comme Laure dit, comme dès le début, dans la présentation du texte, tu as le nombre de mots, tu vas avoir des mots-clés qui vont un peu te dire ce dans quoi tu mets les pieds. Est-ce que ça va être triste? Est-ce que ça va être joyeux? Est-ce que ça va être au contraire quelque chose qui va aller explorer les personnages dans un univers alternatif ou dans autre chose? Si tu brises ça, tu brises ta promesse en fait au lecteur et du coup c'est un peu problématique. Tu peux, si tu as envie, faire un twist, etc. Mais c'est pas forcément Ouais. ce qui est attendu, quoi. C'est intéressant d'ailleurs, je trouve, par rapport à la littérature publiée où là finalement tu as une forme de liberté et de surprise vis-à-vis de ton lecteur qui est beaucoup plus acceptée paradoxalement. Ouais. Oui, donc c'est peut-être presque pas des nouvelles au sens où on les définit depuis tout à l'heure, mais plus des textes courts Oui, qui se Exactement. situent dans un univers Ouais, sans qu'il y ait forcément tout à de fait. début, de fin, juste hop, on arrive dans l'univers et on fait une scène, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a Exactement. aussi parce que là, vous avez de la fameuse base commune dont on parlait tout à l'heure. C'est que tous les Oui, lecteurs connaissent déjà les personnages, ils connaissent tout à fait. les enjeux et tout. L'univers, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est intéressant en tant qu'auteur parce que c'est un vrai bac à sable en fait. C'est-à-dire que tu as déjà les outils, tu as déjà le sable qu'est l'univers et c'est à toi de t'amuser à le remodeler comme tu veux. Et tu peux très vite faire des choses et t'amuser parce que tu sais que tu partages ce bac à sable avec les lecteurs et que donc, quelque part, c'est plus facile d'écrire parce que tu sais déjà que les personnes qui vont lire de l'autre côté auront une connaissance de l'univers des personnages, etc. Et tu n'as pas à te prendre la tête pour essayer de les affiner le plus possible pour faire comprendre à tes lecteurs que lui a tel caractère, que son signe distinctif, c'est ça, que son enjeu interne, c'est ça. Le lecteur le sait déjà, en fait. Donc, il y a une forme de facilité et c'est pour ça, je pense, que beaucoup de personnes qui écrivent commencent par écrire de la fanfiction ou sont intéressées parce que c'est une sorte de mode facile, entre guillemets, de l'écriture, ou ça peut l'être en tous les cas. Voilà. Super intéressant. Merci les filles pour tous vos insights. Pour finir, du coup, on va lire chacune quelques micro-nouvelles qu'on a pu écrire dans les années précédentes, sauf Léa qui va nous recommander, du coup, une nouvelle dont elle pense qu'elle peut vous inspirer. Vas-y Léa, on t'écoute. Ah ok, je commence. Alors, moi je vous recommande une nouvelle qui est probablement ma nouvelle préférée d'un auteur français vivant qui s'appelle Pascal Quignard, qui est un vieux monsieur, voilà, dont j'aime beaucoup l'œuvre. Et il a écrit une novella qui s'appelle le nom sur le bout de la langue. Et donc cette histoire se passe en Normandie, c'est un conte, c'est l'histoire de Colbrune, une jeune femme qui est éperdument amoureuse d'un garçon de son village et qui, pour le séduire, va faire quelque chose de pas cool du tout, qui va la mettre en danger, c'est-à-dire qu'elle va promettre à un inconnu de se rappeler de son nom en échange de quelque chose de très précieux. Et évidemment, quand cet inconnu va revenir pour récupérer son dû, elle va avoir oublié le nom et elle va n'avoir de cesse que de le chercher pour se sauver elle et sauver celui qu'elle aime. Et en fait, bon bref, là, voilà, je vous ai fait un résumé très très rapide, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle sur la langue, sur le langage, sur le fait que des fois, on perd ses mots, on les cherche, et que écrire, la littérature, c'est n'avoir de cesse que de chercher ces mots et des mots qu'on peut perdre à tout moment. Et c'est une très très belle nouvelle sur ce thème et elle est très facile à lire comme ça un conte. Voilà, donc je vous la conseille à toutes et à tous. Merci Léa, ça donne super envie. Qui se lance? On peut en lire une chacune déjà.
Et après, si vous en avez en rab, fait un deuxième tour. C'est hyper difficile de choisir, en fait, je trouve. Ouais. J'en avais pris une rigolote. Vas-y, Laure. Enfin bon, rigolote. Qui, moi, m'avait fait un peu rigoler. Qui était le Write-Over de 2022, je crois. Et le thème, c'était celle qui entend des voix. J'essaie de lire ça à peu près bien. Mathilde soupira. Cela faisait une semaine que l'entité lui collait au basque, ressassant toujours la même chose, ne pas oublier d'aller chercher le gâteau d'anniversaire de Léon. Avec aussi peu d'indices, Mathilde n'allait pas creuser plus loin. Si elle supposait qu'il s'agissait d'une mère ayant emporté sa charge mentale dans le trépas, elle n'allait pas pour autant se mettre à chercher tous les Léons de France dont la mère était décédée récemment pour passer ce dernier message d'une importance discutable. Mieux valait attendre, car l'entité finirait par se lasser et passer d'elle-même à l'étape suivante. Il fallait juste supporter un peu plus longtemps la triste litanie. Une chose à savoir, les gens, au moment de leur mort, ont rarement un éclair de génie. Mathilde avait le don rare de pouvoir les entendre, et les morts devaient le savoir, car il en arrivait sans cesse pour lui délivrer la sagesse de leurs derniers instants. Dans son panthéon personnel, merde, c'est le bordel chez moi, trop la honte quand ils vont devoir ranger. Waouh, cette infirmière est vraiment canon. Je leur avais bien dit que j'étais fatiguée, ça leur fera les pieds. Et sa préférée, bordel, qu'est-ce que j'ai envie de pisser. Les gens n'avaient, la plupart du temps, pas grand-chose à dire, et pas plus dans leur mort que de leur vivant. Mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de le dire, et elle de les entendre. Trop marrant. J'adore. Génial. Mais là, tu C'est vois, un oui, peu- c'est de la C'est un fantaisie. peu en fait. l'anti du thé pour les fantômes, cette nouvelle. Vous trouvez pas? Je peux arrêter d'y penser. C'est vrai. Grave. Mais oui, c'est un peu c'est un petit bout de fantaisie, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, finalement. Après avoir dit, ouais, fantaisie. Trop cool. Laetitia? Allez. Alors, c'est également la même année, c'est 2022. Le thème, donc le titre de la micro-nouvelle, c'était Une silhouette à la fenêtre. Le train s'est immobilisé en pleine voie. Dehors, pluie et grisaille. Et soudain, dans la campagne, l'ombre vaporeuse d'une femme. Elle a de longs cheveux humides, une robe blanche et un sourire suspendu sur ses lèvres. Je cligne des yeux et elle a disparu. Le train ne repart pas. Il a percuté une femme à 320 km/h. Ouh, Le goût, vous On a dire. passé des trucs spooky, là. Qu'est-ce qui... le petit twist Vraiment, final. vous, c'était Halloween. Oh non. Ouais. Mais là, typiquement, il y a eu le petit twist de fin. Ouais. Mais oui, il n'y avait pas forcément de fusil de Tchekhov, ou peut-être que si, je Non. sais pas, mais ça suffit Non. en fait Bah, pour en faire fait, une petite surprise. Ouais, tu pars sur l'imaginaire un peu de la Dame Blanche. Et Ouais. ça te retourne le truc en mode non, c'est vraiment, c'est pas un espèce de fantôme éthéré de légende, c'est juste quelqu'un qui vient de mourir en fait. Et c'est ça le twist, c'est cool. C'est encore une fois tromper les attentes du lecteur avec un imaginaire collectif, c'est cool. Carrément. Voilà, c'était ma Marie dissertation sur la nouvelle. C'est l'analyse de texte en direct. De ouf. Pardon Marie, vas-y, je voulais pas te couper. Alors moi, le truc, c'est que je hésite entre 4. Du coup, c'est Les quatre. C'est bien, on va en bah, avoir du coup- 4. Bon, du coup, je vais vous prendre une de l'année dernière qui avait bien été aimée, parce qu'il y en a que j'aime bien, mais je suis la seule à aimer. Enfin, Oh non. qui sont moins. Enfin, c'est marrant parce que ouais, des fois, il y en a que j'aime bien, mais je pense que des fois, entre ce que tu écris et comment c'est lu, c'est pas pareil. Donc, je vais vous lire Les Chronolithes. Madame Ferret avait connu 5 veuvages. Au dernier testament, elle avait décidé de rester solitaire. Depuis, elle ne vieillissait plus, confite dans 5 testaments juteux et autant de petits châteaux du Berry. Croqueuse de diamants, ça vous conservait bien. Le seul inconvénient, c'était le cœur de pierre. Voilà. Je me rappelle, je me rappelle que je l'avais lu. Elle m'avait marqué, tu vois. Au moment où tu as dit les chronolithes, je me suis rappelé la nouvelle. Mais je me rends compte qu'entre ça et l'archiduchesse Chaussette, je suis vraiment à fond dans les vieilles dames riches en ce moment. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tes micro-nouvelles, c'est que tu joues souvent sur des expressions Ouais. figées que tu renouvelles en leur donnant un nouveau sens. Genre, tu vois, croqueuse de diamant, cœur de pierre, tout ça. Ouais, voilà. Vous jouez sur des métaphores. C'est poétique. Oui. Moi, je vais vous en lire une du Write-Over 2020.
Et le thème était chasseur d'ombre. La forêt s'est vidée depuis des siècles. Plus aucun sifflement, plus aucun chant d'oiseau. Même les arbres ont cessé de craquer. Le chasseur, pourtant, le fusil à la main, hante toujours les lieux où couraient autrefois la proie et le gibier. Il est devenu chasseur d'ombre. Ouais. C'est beau. Ouais. Deuxième tour, Oui. si vous en avez encore. Voilà. C'est bien, j'en ai Laure beaucoup pour maintenant à choisir. Ouais, attends. Laquelle J'en ai une beaucoup plus ancienne, je crois. Attends, en fait, je me suis paumée dans les trucs. Si, ouais, voilà. Alors, c'était. En fait, je sais pas si c'était un write-over, je pense, parce qu'ils ont tous des numéros avec un titre, donc j'imagine que oui, mais je sais pas du tout quelle année c'était. C'était un truc qui s'appelait Fantôme. En fait, j'ai pris Encore. les plus courtes que j'avais dans mes. Ah oui, je suis désolée, en fait. Non, c'est pas grave. Mais c'est marrant. J'ai essayé de prendre les plus courts que j'avais dans mes trucs. Il existe un endroit au plus profond de la forêt. on est dans la même thématique avec Christelle. Il existe un endroit au plus profond de la forêt, là où les arbres sont si denses que même d'un soleil à son zénith ne parvient qu'une lumière crépusculaire, où l'on dit que le voile est si fin que l'on peut voir à travers. Peut-être est-ce ici que les parcs tiraient leur fil. Quand elle est arrivée, cela faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus rien. Les années et les destinées passées avaient sans doute usé jusqu'à l'extinction les fileuses et le tissu du monde. Elle avait tout préparé, la coupe d'or, le couteau aiguisé et le sang frais. Et quand il lui est apparu, lavé de toutes ses blessures, elle a tendu la main pour le ramener avec elle. Le voile, ou ce qu'il en restait, s'est déchiré. Elle aurait pourtant dû savoir que ce qui traverse le voile ne peut être qu'un écho déformé, une réplique corrompue, car les plus belles choses ont besoin des plus belles, car les plus mauvaises choses ont besoin des plus belles pour prendre corps et vie. Et elle se rendra bientôt compte, elle qui court vers le cœur de la forêt avec son aiguille et son fil, que ce qui est rompu ne peut pas toujours être réparé. C'est trop beau. C'est beau, j'aime trop les images Ouais, moi aussi. que ça convoque. C'est poétique. Laetitia? Oui, alors vous allez voir mon talent de stand-up. Un peu plus de conviction, Madame la Joigny. Le thème, c'était gynoïde détraqué. Ah oui. Ah oui, je me souviens. Alors, Ouais. dans le deux- ouais. Ouais. Le vendeur me toisait d'un air désolé. Vous non plus, ce modèle ne vous convient pas? Non, on m'avait dit qu'elle ressemblerait à ma mère. Et ça ne va pas du tout. Elle est beaucoup trop sympathique. Oui, il y a la petite chute, effectivement, fonctionne comme une blague, quoi. Ouais. On dirait vraiment une blague, carambar. C'est dur. Peut-être que ça paye bien hein, d'écrire pour eux, tu peux toujours demander. De ouf. Ouais. C'est un peu trop sophistiqué pour Carambar, là, je pense, malheureusement. Mais moi, je me suis dit ça, hein, que Carambar, ils devraient faire des petites nanofictions dans leur papier. J'avoue, Pour Marie, renouveler, lance-toi. Marie, t'en as une à lire? Bah oui, t'en avais 4. Allez, j'en ai une à lire. Alors, je ne sais plus de quand elle date, mais elle date d'il y a un paquet d'années, celle-là. Je crois que c'était 2022. Ça s'appelle Bibliothèque de l'Entremonde. Ici, les livres sont entreposés à l'entresol. On n'entre qu'entre midi et Dieu, et on reste toujours entre soi. Il faut juste entrebâiller les pages. Tout se lit entre les lignes. Voilà. On retrouve ta veine de Ouais. jouer sur les mots et les expressions. Carrément. Du mari tout craché. Moi, le thème, c'était champ de bataille. Sous le tracteur renversé, le policier et l'infirmière gisent, immobiles. Des fusils plus grands qu'eux parsèment le chaos. Le chien bleu qui courait vers eux s'est figé, sa course suspendue. Le petit Théo a encore oublié de ranger ses jouets. Ah, j'adore. Oh, J'adore trop celle-là. belle la chute. Ouais. Est-ce que vous en avez encore à lire? Vous voulez faire un troisième tour? Moi, j'en ai une très courte. Ouais, vas-y. Et je ne sais plus où je l'ai mise. Elle est trop petite. Tu l'as égarée, Marie. Elle est trop bien cachée. Et j'ai trouvé.
Alors, c'est une qui date de l'année dernière. Le thème, le titre, c'est L'enterrement des étoiles. Ah, je crois que je m'en rappelle. Tenue noire interdite. Préciser, bien inutilement, le faire-part de décès. C'est quoi le premier mot? J'ai pas entendu le premier Ouais, mot. moi non plus, j'avais Tenue noire Noire interdite. interdite. Ah. L'enterrement des Ouais. étoiles. C'était l'enterrement des étoiles, l'enterrement d'une étoile, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Pas mal. Le titre fait vraiment partie pour le coup de la. Oui, sinon tu ne comprends Ouais. pas. Bah ouais, non, mais c'est ça qui est génial. Laetitia, il t'en restait ou pas? Non, j'en avais pas mis plus de côté et je n'arrive pas à retrouver forcément. Voyez les autres. Et toi, Laure? Moi, elles commencent à être toutes un peu longues. Mais en vrai, moi, je me fais la remarque que je trouve que c'est pas facile de choisir les nanofictions qu'on lit à haute voix parce que je trouve qu'on les reçoit pas pareil que quand on les lit sans parler. Bah, ça, c'est. Ouais. Je sais pas si on pourrait faire un épisode entier dessus, mais moi, je trouve que lire à voix haute un texte, ça rajoute et ça enlève plein de choses, mais. Oui, et ben moi j'ai pris un. Oui, je suis partie en sujet, mais j'ai pris pendant nos vacances de cet été, comme je suis un être influençable, et ben j'ai pris un abonnement à Audible. Ah oui. Parce qu'on avait une grande conversation où je vous disais que moi, les livres, c'est fait pour être lus dans ma tête et pas à l'oral. Et du coup, j'ai essayé d'écouter des livres qui sont lus par des gens, mais moi, j'arrive pas. En fait, Ouais. j'arrive pas à me figurer l'histoire quand c'est à l'oral. Ah oui. Je lisais un article sur le sujet aujourd'hui, c'est hyper marrant qu'on parle de ça, qui disait qu'en fait, quand tu écoutes un audiobook, tu écoutes une performance et la performance, elle passe devant le texte. Et que du coup, ça enlève, comme tu dis, Chris, et que ça ajoute plein de choses et qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir la performance avant d'avoir le texte. Et au contraire, il y a des gens qui ont envie, qui connaissent peut-être déjà le texte ou qui ont envie d'avoir ce rapport-là au texte et qui veulent la performance avant tout. Et c'est hyper intéressant. Ou alors, il faut trouver des comédiens qui ont une voix qui se rapproche du ton qu'a ta voix intérieure. Il y en a un, alors je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui lisait Voyage au bout de la nuit de Céline. Et vraiment, j'adore sa voix parce que pour moi, elle disparaît en fait dans ma tête. Son ton est assez plat, assez monocorde et ça se marie bien avec ma voix intérieure quand je lis un texte. Ce qui fait que j'ai pas l'impression qu'il surjoue les trucs tout le temps. Oui, qui prend des tons différents pour les Ouais, c'est ça. personnages. Ouais. C'est très neutre, quoi. Ouais. Oui, Moi, le texte que j'ai essayé, c'était un texte de ta maison d'édition, Laure. Et en fait, je trouvais que la voix avait trop de. C'était bien lu, mais elle avait trop de caractère et trop de tessiture. Ouais, et du coup, il faut limite une voix blanche, en fait, pour que toi, tu projettes dessus les choses que tu vois. Alors, Mais après, ça dépend des textes aussi. Je pense qu'il y a des textes qui ont beaucoup de panache et qui se prêtent bien à une lecture à voix haute, et d'autres qui sont plus intérieurs, quoi. Moi, je trouve que ça marche bien. Moi, pardon. Non, j'ai rencontré quelqu'un lors d'un salon qui carrément prend les livres, les met sur Word quand elle les a en numérique et fait la lecture automatique de Word et elle lit ses livres comme ça. Mais du coup, c'est extrêmement neutre pour le coup. C'est même très très plat. Là, pour le coup, je pense que je pourrais pas. Ouais, non. Ouais, pour un entre-deux. T'allais dire quoi, pardon, Laetitia? Non, c'était juste dire que moi, je trouvais que ça se prêtait le mieux au roman contemporain, en fait. Parce qu'il y a plus ce côté, je sais pas, raconter. Enfin, moi, j'ai du mal aussi en les audiolivres d'imaginaire, plus que alors que les contemporains, ça fait super bien, en fait. Parce que ils racontent des histoires. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Réelles. Ouais, je vois, ouais. Je sais que je m'étais pris. Il faudrait que j'essaye. Je m'étais pris quand j'avais pris l'abonnement aussi à Audiolib, j'avais pris un crédit pour prendre le premier tome de la Saint-Royal. Et je m'étais dit que ça pourrait peut-être s'y prêter. Et au final, à chaque fois. Donc la petite parenthèse de fin d'épisode. Ouais. Le petit épisode dans l'épisode. Et pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, je vous suggère de mettre en commentaire un petit gâteau d'anniversaire ou un petit message, une petite bougie pour Laure qui a son anniversaire aujourd'hui 6 octobre et Laetitia qui a son anniversaire demain 7 octobre. Voilà. Joyeux anniversaire avec un peu d'avance, les filles. Ouais. Oui.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cet épisode et ce podcast à des copains auteurs à qui ça pourrait être utile. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut! Salut! Salut.